Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les imagiers et les écrivains se plaisent à évoquer les dangers de ces compétitions et les accidents sont nombreux, spectaculaires et parfois mortels. Là encore, je vous renvoie au film Ben-Hur, film original bien sûr. Certaines épreuves sont réservées aux poulains ou aux juments. Le nombre de tours de piste varie selon les épreuves, vous l'avez compris. Au fil du temps apparaissent des concours de voltige aussi, puis d'acrobatie, où le passager d'un char doit sauter en marche, tandis qu'un cocher dirige les montures pour permettre la réussite de la manœuvre. On a l'impression... Là encore, qu'on n'a rien inventé, c'est-à-dire qu'il faut attirer du monde, il faut faire toujours plus spectaculaire pour faire venir du monde, c'est assez dingue. Vous avez par exemple, au moment d'une épreuve, le cavalier qui doit lancer son javelot et toucher un bouclier fiché sur un pieu. Là, on se croirait dans des manèges pour enfants, vous savez. Quand moi j'étais petit, je ne sais pas si ça existe encore. L'hippodrome est spécialement aménagé pour accueillir, les épreuves hippiques. Celui d'Olympie mesure 780 mètres de long et une largeur suffisante évidemment pour permettre aux chars et aux chevaux de contourner les bornes dressées qui marquent l'emplacement des virages et définissent la ligne de départ aussi et d'arrivée de la course. Et la victoire appartient donc aux propriétaires de l'écurie et aux chevaux, pas aux cavaliers. On a Pausanias qui raconte qu'une jument qui avait désarçonné son cavalier a été déclarée victorieuse à la course d'Olympie. Donc en fait, le cavalier n'est pas forcément, j'allais dire obligatoire entre guillemets, mais vous avez pas mal de monuments commémoratifs qui sont élevés à la gloire des propriétaires des attelages et des chevaux, mais ils sont seulement connus de nos jours par les textes ou par quelques fragments comme l'Orige de Delphes. La course de chars fait appel à un personnel nombreux, vous vous imaginez, et spécialisé. Vous avez des médecins, des vétérinaires, des cochers, des techniciens aussi de la piste. Les cochers, les chevaux et les chars disposent de locaux luxueux et un budget colossal leur sont attribués. Ils sont soutenus par des groupes de supporters fanatiques. Les grands cochers des quadriges, les agitatores, deviennent de véritables stars dont les palmarès sont détaillés et dont l'image est diffusée à des milliers d'exemplaires sur ce qu'on peut déjà qualifier de produits dérivés. Vous avez des lampes à huile en terre cuite, des figurines, des vases, etc. C'est incroyable, ils deviennent l'objet d'un culte de la personnalité et sa popularité auprès du public ne fait que croître. C'est cocher, c'est drôle parce que, encore une fois, on récompense le propriétaire, mais c'est le cocher qui est le plus connu. Donc ces cochers, on peut suivre leur formation, la carrière, grâce aux inscriptions, elles peuvent être transférées d'une couleur à une autre, leur gain démesuré, on peut parler de millions de sesterces qui suscitent déjà l'indignation des intellectuels. Oui, ils sont trop payés, etc. etc. Exactement ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est assez dingue. C'est important de souligner l'investissement considérable que représente l'achat, l'entretien et l'entraînement d'une écurie de compétition. Dans le livre « Ça date pas d'hier » que j'avais eu la chance d'écrire avec Prem, on avait parlé de ça justement, de certains athlètes qui étaient payés tellement cher qu'aujourd'hui par exemple un Cristiano Ronaldo ferait figure de parents pauvres. C'est assez incroyable, il faut imaginer l'aura extraordinaire que pouvaient avoir ces gens-là, c'est absolument dingue. Donc, par conséquent, la possession de chevaux de course, encore une fois, est réservée à l'élite des cités et des royaumes. Ce lien entre supériorité sociale et compétition hippique est encore attesté à l'époque hellénistique. De cette façon, le propriétaire s'assure prestige et notoriété dans sa cité, voire dans l'ensemble du monde grec. Si vous voulez un exemple, en gros, si vous voulez rapprocher à quelque chose, c'est comme le propriétaire aujourd'hui d'un club de foot, en gros. C'est lui, effectivement, qui empoche une partie de l'argent, mais c'est surtout l'aura qu'il reçoit. C'est le club qu'il reçoit, c'est la ville, etc. Et il va chercher les meilleurs athlètes. Et sous les yeux ébahis et admiratifs des spectateurs, la fine fleur des cochers du monde grec, vêtue d'une longue tunique blanche, défile sous les cris de joie. Il y a entre autres le champion de la puissante cité de Sparte qui n'a pas perdu une seule course depuis de nombreuses Olympiades. Vous avez deux Libyens experts en chars attelés qui ont déjà remporté une victoire à Olympie et le favori de Philippos, un Thessalien. Les arbitres tirent au sort les places des chars, puis les concurrents s'alignent dans ce qu'on appelle l'aphésis, c'est l'espace d'où les attelages s'apprêtent à s'élancer. Le son
de la trompette retentit. Les chevaux jaillissent comme des éclairs. Les cochers relèvent leurs tuniques qui risquent de les gêner évidemment dans leur mouvement et excitent leur monture par la voix et les brides. Dans un même élan, auriges et chevaux dévorent la piste qui semble gronder sous leurs pieds. Les chars se touchent roue à roue. Alors là, vous savez l'image bénure. Les auriges, ils n'ont rien inventé les Romains non plus. Les auriges font de leur mieux pour trouver leur chemin dans le nuage de poussière qui s'élève du sol. Imaginez ça un petit peu. Vous êtes c'est un immense spectacle et vous sentez ça. Vous sentez quand vous êtes dans les gradins, vous sentez les chevaux, le sol qui bouge. Le Thessalien se démarque, lui, par sa maîtrise dans la trajectoire de la course. Penché légèrement vers la gauche, il serre de près la borne du tournant à chaque extrémité de la piste. Il effleure du moyeu de sa roue gauche, lâche la bride du cheval de remonte à droite, tandis qu'il retient celui de gauche qui est en train de frôler la borne. À la moitié du temps, tous les chars sont encore en course. Mais soudain, au milieu du 6e tour, les chevaux de l'Aurige qui menaient en tête se cabrent et s'emballent à la hauteur de la borne. Refusant d'obéir à leur cocher, elles font un brusque volte-face venant heurter de front le quadrige qui se trouve juste derrière, celui des Libyens. Le choc est effroyable. Les chars se heurtent, se renversent et se brisent les uns contre les autres. En quelques secondes, il n'en reste que de misérables épaves. Les débris jonchent le sol de l'hippodrome. Le Spartiate, lui, a pressenti le danger. Avec un sang-froid remarquable, il réussit à s'écarter tout en ralentissant son allure, le temps de contourner la masse des attelages entremêlés qui tournoient au milieu de la piste. Quant au Thessalien, qui se tenait en embuscade, en dernière position, il fait siffler son fouet puis se lance au galop effréné. Ils ne sont plus que 2 à espérer la victoire. Ils avalent les derniers tours à une vitesse époustouflante. Chacun dépasse l'adversaire à tour de rôle. La victoire semble incertaine. Le suspense est intenable, insoutenable. Soudain, la trompette retentit, déjà le dernier tour. Le Thessalien a réussi à dépasser le Spartiate, mais dans le dernier virage, il relâche la bride trop tôt, le char percute la borne, les cieux se brisent, le malheureux bascule à la renverse, s'empêtre dans les courroies et roule à terre. Emporté par ses chevaux lancés à pleine vitesse, son corps est traîné au sol. Ce n'est plus alors qu'un pantin désarticulé. La foule pousse un cri d'horreur. Philippos se lamente et s'attriste du sort horrible de ce pauvre jeune homme qui avait accompli tant d'exploits. La foule acclame alors l'Aurige Spartiate, le seul survivant de cette chevauchée infernale. Encore une victoire pour Sparte. Puis, tous vont quitter l'hippodrome, heureux mais quand même bouleversés par l'issue tragique de la course. Après le déjeuner, les spectateurs reviennent au stade pour assister à l'épreuve du pentathlon. Le guide de Philippos l'assure, c'est elle qui forme les plus beaux athlètes parce qu'elle développe de manière harmonieuse toute la musculature en faisant appel au large panel de qualités requises pour cette épreuve, rapidité, souplesse, force et endurance. Les 3 épreuves de lancer se déroulent au son de la double flûte qui stimule les athlètes et rythme leurs efforts. Après la course de vitesse, place au lancer, le lancer du disque. Le premier discoball se place sur la bande de pierre qui marque le départ de la course du stadion. Il tient fermement son disque en bronze, plat mais épais quand même au centre, d'un diamètre de 20 cm, il pèse plus de 5 kg quand même, essayez de votre côté, vous allez voir. Grossièrement martelé pour améliorer la prise, il est orné d'un dauphin. Le concurrent évalue la distance et le poids du disque en le faisant passer d'une main à l'autre. Il le lève à 2 mains au-dessus de sa tête, il se baisse, les jambes écartées, fléchies, le pied droit enfoncé dans le sol à la recherche de son équilibre. Il rejette le bras porteur loin derrière lui, exerçant un mouvement de balancier avec tout son corps. Brusquement, il se redresse et sans prendre aucun élan, il lance le disque de bas en haut en imprimant au lancer sa force et sa trajectoire. Un esclave se précipite afin de marquer le point d'impact à l'aide d'un petit piquet en terre qu'on appelle canon. Puis les juges calculent la distance qui sépare le piquet de la balbisse. Chaque discoball dispose de 5 essais. Les juges retiennent bien sûr le meilleur lancé. Je dis bien sûr, mais c'est pas forcément évident. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.